Le protestantisme, moi en tout cas, j'en suis persuadé, m'a beaucoup aidé dans ma carrière, parce que cette forme de reconnaissance de l'individu, de la responsabilité individuelle en regard de sa foi, de l'Église, de la communauté, vous engage. Et à un moment, dans l'entreprise aussi. Bonjour Éric de Seyne. Eh bien bonjour. Merci d'intervenir en vue du dîner des protestants dans le cadre de Regard Protestant pour parler de la fraternité. Et avec votre vécu entrepreneurial, vous avez une réflexion sur la fraternité chez les motards, dans l'univers de la moto, et un exemple vécu bien particulier de ce que ça change la fraternité dans votre expérience. Pouvez-vous nous la raconter? Oui, je crois que moi j'ai eu la chance déjà par mon éducation protestante d'avoir accès à cette compréhension d'une forme de fraternité, de solidarité, même si l'un n'est pas tout à fait synonyme de l'autre, mais que ça soit par le scoutisme, que ça soit par la communauté de la paroisse, d'avoir tout de même trouvé dès le départ une forme d'assurance et de motivation à partager cet engagement commun. Donc j'ai toujours été sensible à ça. Et lorsque je me suis passionné pour un sport qui était la moto, qui n'est pas normalement le sport vers lequel les parents poussent leurs enfants, j'ai découvert, pour moi en tout cas, une vertu à aller chercher une pratique qui me mettait à nu par rapport à moi-même. Quand vous faites un sport comme la moto, vous savez que c'est dangereux. Vous savez qu'il y a un danger, vous vous équipez, vous mettez un casque, vous mettez des gants, et donc vous savez que vous endossez un rôle, un acte qui va représenter des risques. Mais ce que je trouve formidable, c'est que quand vous prenez cet engagement-là, à monter sur votre moto, à monter sur votre circuit, j'aime ça parce que j'ai l'impression que là, on arrive sur un territoire où on est tous égaux, avec les autres pilotes qui partagent la piste avec vous. Il y a une responsabilité qui nous engage vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, et qui fait que vous allez vous porter au meilleur de vous-même dans une performance, mais une performance qui vous engage. Vous n'êtes pas au tennis et vous ratez, c'est dehors ou c'est dedans. Là, si c'est dehors, ça peut faire mal et c'est pas bien. Donc, vous êtes obligé d'être en permanence à rechercher un niveau d'exigence sur vous-même qui vous engage, mais qui vous engage aussi en fraternité, parce que vous êtes avec les autres, vous êtes une collectivité, et quand vous vous arrêtez, ce que vous partagez avec les autres, c'est un vécu commun, c'est une forme d'idéal que chacun recherche, mais avec le même ressort, avec le même moteur. Et moi, ce que j'ai appris, ce que j'ai aimé à travers ça, que ça soit dans les expériences sportives que j'ai pu avoir, en vitesse, quand j'ai fait le Paris-Dakar, quand j'ai fait des épreuves comme ça, jamais je me suis autant parlé à moi-même, jamais je me suis senti aussi, j'ose pas dire protégé par Dieu, parce que ce serait peut-être trop fort, mais en tout cas, à puiser dans mes ressources personnelles une forme d'apaisement et de sérénité qui faisait que je pouvais faire face à l'aventure ou aux obstacles qui m'attendaient. Et ensuite, dans mon parcours entrepreneurial, d'entreprise, j'ai toujours essayé de créer les conditions de cette sincérité de relation entre les collaborateurs, entre les acteurs de l'entreprise, pour qu'on partage une aventure humaine, parce que c'est l'humain qui prime, et le profit vient bien après, même s'il est indispensable, mais ce n'est pas la fin en soi. Mais c'est vraiment l'humain qui prime. Et moi, ça a été mon moteur. Et j'ai travaillé pour des groupes importants, finalement, et certains extrêmement pointilleux, méticuleux, avec des règles extrêmement rigides sur la définition des budgets, sur les objectifs, sur les trucs. Et au moment où j'ai pris plus de recul, entre autres chez Yamaha, pour qui j'ai travaillé pendant près de 20-25 ans, et j'étais monté jusqu'au bord du Japon, donc du groupe mondial, et j'étais le seul non-japonais à essayer d'intervenir. Et au moment où j'ai pris un peu de recul, j'avais dit au président Japon, vous savez, il faut que je vous avoue quelque chose, je me suis toujours fichu de vos budgets. Ça n'a jamais été mon objectif. Et c'était sincère. C'est-à-dire que l'objectif de profit, de rentabilité n'a jamais été mon moteur. J'ai toujours eu pour conviction qu'une entreprise, pour qu'elle soit profitable, ça veut dire qu'elle réussisse un certain niveau de performance, que ça soit dans sa performance commerciale, mais pas que, dans sa performance qui est finalement de jouer un rôle sur un marché donné en étant un acteur respecté, respectable et qui donne envie,
qui donne envie à des clients d'adhérer, qui donne envie à des clients de rester loyaux parce qu'il y a des valeurs partagées, finalement, le profit n'est que la résultante de bonnes actions réalisées. Donc, j'ai toujours été convaincu que la première responsabilité du chef d'entreprise, c'est de faire en sorte d'avoir un groupe social qui soit en ordre de marche, qui soit motivé et qui partage le même objectif, le même idéal, et qui trouve à travers l'entreprise un complément d'épanouissement personnel qui lui permette non seulement d'exercer un talent, mais en plus de l'exercer au service d'une communauté qui nous dépasse. Et pour moi, le succès collectif est bien plus puissant que le succès individuel. Et donc, moi, je me suis toujours senti au service d'un objectif collectif, d'une cause. Et le protestantisme, moi en tout cas, j'en suis persuadé, m'a beaucoup aidé dans ma carrière, parce que cette forme de reconnaissance de l'individu, de la responsabilité individuelle en regard de sa foi, de l'Église, de la communauté, vous engage. Et à un moment, dans l'entreprise aussi. Et quand vous n'êtes pas en adéquation avec ces valeurs morales, eh ben, il faut savoir s'effacer. Et moi, je n'ai jamais été dégagé d'une boîte, mais j'ai toujours démissionné. Mais je savais pourquoi je le faisais. Parce que je voulais rester moi-même et intègre sur mon parcours. Et quand vous avez la chance de finalement aller à la rencontre d'une entreprise qui vous laisse vous épanouir dans votre, j'ose pas dire votre intégrité, mais si quand même, dans une forme d'intégrité, d'exigence personnelle et d'engagement au service des autres, et bien là, c'est formidable, et c'est ce que j'ai eu la chance de vivre, en partie avec Hermès, et surtout avec Yamaha, qui étaient vraiment mes fonctions opérationnelles. Donc ça, pour moi, c'est absolument fondamental. Et alors, à partir de là, vous tirez la pelote. Ça veut dire que dès l'instant où on vous laisse une forme d'autonomie, une forme d'indépendance sur la manière de gérer cela, vous avez d'abord, en général, une équipe qui vous soutient, sans le chercher, mais ils sont en adhésion. Et comme la base du contrat social dans l'entreprise et en dehors, c'est quand même le respect de l'autre, moi j'ai toujours été très attaché à avoir ce respect individuel pour chacun de mes collaborateurs, quelle que soit sa responsabilité et sa fonction, avec le même degré d'écoute. Je crois que c'est très important dans une famille comme dans l'entreprise, quand vous avez la chance qu'on vous confie la responsabilité du leadership d'une entreprise, votre responsabilité morale est absolument fondamentale. Et je crois beaucoup à l'exemplarité du dirigeant. Vous devez être exemplaire. Moi, j'ai toujours recherché le sens. Parce qu'on parle de fraternité, mais fraternité, à un moment, c'est partager un idéal commun. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un truc qui nous guide, il y a un truc qui est au-dessus de nous. Et on se reconnaît mutuellement à partager ce même idéal. Et l'entreprise, elle a une capacité à générer un idéal qui fédère, qui permet à chacun d'adhérer. Et donc, moi, je trouvais dingue que moi, je puisse aller au Japon, vendre mon beau plan stratégique à mes Japonais, que tout le monde me dise « Eric, ok, on te fait confiance, vas-y », et qu'ensuite, on ne fasse que dérouler le plan. Moi, je voulais que tout le monde adhère, que tout le monde ait la chance de comprendre ce qui me portait. Pas moi dans mon ambition personnelle, on s'en fout, mais de ce que je voulais porter comme ambition pour nous, pour le groupe, pour la marque, pour les clients. Et donc, si mes concessionnaires, mes 4000 petits points de vente indépendants, ils n'étaient pas autant respectés dans le partage de ce message et dans le partage de cet engagement que mon collaborateur direct, c'était complètement nul. Ça veut dire que je ne leur reconnaissais pas cette intelligence collective qui devait nous unir. Et donc, alors que ça n'avait jamais été fait en 50 ans, j'ai organisé le fait que tous les 3 ans, je faisais un grand raout, là, il venait à 4000 personnes à Barcelone, à Séville, à truc, et où ils étaient invités, et où moi, je leur racontais pendant 3 heures sur scène, là où on allait ensemble. Et moi, j'aimais ça. J'aimais ce moment de communion où d'un seul coup, on fixait une ligne de départ, on fixait un horizon que j'espérais enthousiasmant, et qui permettait de tous y aller ensemble. Et je me souviens, la première année, ça faillit faire un flop complet, parce que j'étais sur ma scène, alors oui, mais 4500 personnes devant vous, moi, la scène, elle faisait 80 mètres de large, parce qu'on était sur les infrastructures de l'Expo universelle à Séville. Je fais mon truc, etc. Puis à la fin, je tente le coup, parce que vous parlez face à des spots, hein, vous ne voyez pas grand monde,
Et à un moment, à la fin, oui, mais je voulais qu'on soit tous ensemble. Et là-dessus, je dis dans la salle, c'était pas prévu. Je dis, bon, ben, est-ce qu'on pourrait rallumer la salle? Bon, évidemment, personne n'attendait, donc on reste dans le noir. Puis la troisième fois, il y a un mec là-haut qui entend et qui allume la salle. Et là-dessus, je me retrouve face à tous ces visages. Et je leur dis, écoutez, j'ai essayé de vous expliquer depuis 3 heures là où on peut aller ensemble. C'est peut-être ambitieux, mais il faut être ambitieux dans la vie si on veut se réaliser et que chacun on se sente épanoui en se disant on a fait un truc bien ensemble. Pas fort, bien, un truc bien. Et je dis, j'ai qu'une seule question maintenant. J'ai parlé, maintenant c'est à vous de me dire. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit depuis 3 heures? Oui. Les mecs, ouais. Est-ce que vous avez envie d'y aller? Ouais. Est-ce que vous croyez qu'on peut le faire? Ouais. Allez, fini, terminé, merci, à dans 3 ans. Et ces moments-là, ils impriment une mémoire collective. Dans une famille, vous avez des moments qui marquent la famille et qui permettent à chacun d'avoir une mémoire partagée. La force de cette mémoire partagée, elle est fondamentale. Et je crois que dans l'entreprise, c'est très important de veiller à avoir cette qualité de pouvoir nourrir cette mémoire collective. Je crois que c'est fondamental, cette notion de respect, de l'échange, de l'intelligence collective nourrie, alimentée et partagée. Et quelle que soit, là encore, la responsabilité dans l'entreprise. Ce n'est pas une question de responsabilité, c'est une question d'engagement moral et de reconnaissance du rôle de chacun. Moi, ça m'a beaucoup habité, ça. Ça m'a beaucoup habité et voilà, et je pense que j'ai pu assumer cette charge de travail, des responsabilités, parce que j'étais porté par cette valeur morale qui me tenait, quels que soient ensuite les aléas de l'activité commerciale, financière, etc. Et donc pour moi, la finance, et même le résultat financier, je le mettais en accessoire. Parce que je savais que si tout ça avait été fait correctement, il ne fallait pas que je m'inquiète, ce serait là. Il y a cette exigence éthique d'intégrité qui crée une fraternité, c'est l'exemple avec les motards. Il y a cet idéal partagé, une vision collective, qu'on s'approprie, une aventure à laquelle on participe. Et dans ce vécu, vous avez aussi le sens d'un détail que vous m'avez cité, c'est la salutation, le bonjour. Qu'est-ce que vous pourriez dire au dîner des protestants, mais à tous les dîners protestants au sujet de l'importance de cette salutation? Je pense que l'importance de la salutation, elle est dans la Bible, à beaucoup d'endroits. Jésus est toujours en chemin et pourtant il est toujours à l'écoute et prêt à s'arrêter, à porter attention à l'autre. Et il y a beaucoup de paraboles où il est en chemin, il croise et on se croise et on se reconnaît. À moto, c'est moins valable aujourd'hui peut-être, mais dans les années où moi j'ai débuté la moto, dans les années 70, les motos étaient plus ou moins fiables et il pouvait vous arriver de rester au bord de la route. Et il y avait ce sens de fraternité, de faire partie d'un collectif, qui faisait que lorsqu'on roulait à moto, dès qu'on croisait un autre motard, on se saluait, et c'était une forme de reconnaissance. C'était « oui, je te dis bonjour », mais « oui, je sais que je peux compter sur toi s'il m'arrive un problème ». Et c'est ce qui était une réalité. Ça veut dire que si vous vous arrêtiez parce que vous creviez, vous aviez un truc, dans les 5 minutes, le premier motard qui arrivait, il s'arrêtait pour interroger « je peux t'aider » bon. Et donc cette forme de fraternité réelle, qui était « je porte assistance, je te reconnais, je ne t'ignore pas, et tu fais partie de ma famille, de cœur ou de passion », ça a été extrêmement fort. Et donc, moi je crois que ce sens de fraternité et d'engagement moral à être dans une aventure, un cheminement partagé, sur lequel on est redevable les uns aux autres et on doit porter écoute et attention à l'autre, c'est à la fois un moteur de motivation formidable et à la fois un moteur de sincérité et de sens donné à votre engagement qui est indispensable. Après, ce qui est sympathique, c'est quand l'entreprise, et moi c'est ce que j'avais fait quand je dirigeais Yamaha Europe, je trouvais important de montrer que l'entreprise était un acteur social qui devait soutenir des causes qui parlaient à tous. Et donc, ce que j'avais mis en place, c'est qu'on avait, et on a toujours, une activité
de produits, d'accessoires, donc des vêtements, des accessoires techniques, des accessoires vestimentaires, etc. Et ça, ce sont des activités relativement cycliques, vous avez des phénomènes de mode, et donc ce n'est pas des produits pérennes dans le temps. Et donc au bout de 2 années, à un moment, les commissaires aux comptes vous disent « Monsieur, il faut détruire tout ça, on ne peut pas garder en stock. » Et moi, ça me faisait mal au cœur. En bon protestant, moi, gâcher, c'est épouvantable. Donc je ne pouvais pas imaginer qu'on détruise ça. Et alors en fait, ce que j'avais mis en place, et ça fonctionnait formidablement, c'est que 2 fois par an, je faisais des ventes de tous ces accessoires qui auparavant auraient été simplement broyés et puis on n'en parlait plus. Pour moi, ils avaient encore une valeur, et donc je les proposais au personnel et aux amis de l'entreprise à des prix avec 90% de remise. Ils étaient dépréciés totalement, donc en valeur comptable, ils ne valaient plus rien. Et donc, on faisait un prix remisé à hauteur de 80 ou 90%, ce qui fait que vous pouviez acheter un beau blouson à 15 €, à 10 €, à 5 €, et ce qui permettait de faire des cadeaux. Moi, il y avait des gens du personnel qui achetaient pour leurs neveux, leurs petits je sais pas quoi. Enfin, bon. Donc tout ça, ça s'agitait, et on arrivait à vendre des stocks qui étaient auparavant destinés à la destruction. Et comme je ne voulais pas que ça génère un profit pour l'entreprise qui n'était pas attendu, puis l'entreprise avait déjà provisionné, toutes ces sommes, je les affectais à des fonds caritatifs qui étaient ceux sur lesquels notre personnel s'engageait. Et donc chaque année, le personnel de l'entreprise disait « Moi, je défends telle cause, je suis impliqué dans l'association de je ne sais pas quoi, de défense, des trucs. » Et on faisait un vote dans l'entreprise, et les 3 associations qui avaient été choisies recevaient 1/3 des gains qu'on avait fait avec cette vente. Quand vous faites des événements comme ça, vous fédérez, vous donnez du sens. Et puis surtout, vous reconnaissez l'effort individuel de chaque collaborateur qui d'un seul coup voit dans son entreprise un accélérateur de son soutien dans des actions qui ont du sens. Et donc, moi, j'ai toujours essayé de trouver des astuces comme ça pour garder ce sens et qui soutiennent. Quand Fukushima est arrivé, qui était un drame épouvantable pour le Japon, je ne pouvais pas me dire « Je suis le représentant d'une entreprise japonaise en Europe, je fais mon business, Fukushima, c'est de l'autre côté du globe, je m'en fiche. » Et même si Yamaha n'a pas été touché directement. Mais à l'époque, j'avais utilisé les moyens du groupe de Yamaha, parce qu'aujourd'hui, grâce à nos programmes de compétition, la communauté qu'il y a autour de Yamaha, c'est 7 millions. On a 7 millions d'amis, entre guillemets, sur Facebook et les réseaux sociaux. Et donc j'avais sollicité cette communauté en disant « Fukushima est un drame épouvantable, on partage à un moment les mêmes passions, le Japon se décarcasse tout au long de l'année pour imaginer pour vous les plus belles motos, les plus beaux trucs qui vont vous faire plaisir, et si on leur montrait qu'on tient à eux ». Et donc j'avais fédéré un fonds qui nous avait permis de collecter des sommes importantes, que j'avais remises à la Croix-Rouge, qui avait mis un fonds particulier pour Fukushima, et on était devenus acteurs de solidarité. Tous ces repères, à un moment, en tant que dirigeant, si vous passez à côté, c'est trop dommage. Parce qu'ils donnent du sens à l'engagement de vos collaborateurs au quotidien, dans l'entreprise, parce que l'entreprise joue son rôle, un rôle moral, éthique, de fraternité, vis-à-vis du plus grand nombre, et pas uniquement en se regardant le nombril tous les matins. Eric de Seine, une dernière question pour conclure. Est-ce que vous pensez que le protestantisme a un rôle à jouer dans la fraternité internationale? C'est votre expérience par tous les côtés que nous venons d'entendre. Mais est-ce que c'est typiquement protestant de pouvoir apporter quelque chose avec des personnes d'une autre nationalité, une fraternité internationale? Alors, à titre personnel, j'en suis convaincu. Et moi, si aujourd'hui je m'engage autant dans des fondations ou différentes entités protestantes, c'est parce que j'arrive à un moment de ma vie où j'ai envie de redonner. Et je considère que j'ai eu la chance d'avoir le parcours professionnel et humain, personnel, que j'ai eu grâce à mes repères et à mon attachement au protestantisme. Je suis persuadé que ça a été pour moi une colonne vertébrale et un socle qui m'a formidablement aidé et dont l'universalité est évidente. Donc moi, je remercie le protestantisme et mon arrière-grand-père pasteur qui m'a bien guidé. Merci Eric de Seine pour cet éclairage sur la fraternité. Merci.